Bon, sur ce, on a Georges qui est avec nous ce matin. Georges, notre sociologue engagé. Bonjour, Georges. Bonjour, Caroline. Je demanderais peut-être juste de lever ton micro un tout petit peu. On s'installe doucement. Voilà. Oui, là, ça va mieux, là? Ouais, ça va très bien. Ça va toujours très bien, mais c'est encore mieux avec c'est encore mieux, mais c'est parfait, alors. Georges, on va parler, on va quitter Boko Haram un peu, hein. C'est un sujet difficile. Pour se diriger vers la littérature. Vers la littérature. Quelque chose qui nous transcende, l'humain, qui nous amène ailleurs, qui nous fait voyager. Une autre façon de voir les choses aussi. Mais la littérature africaine. La littérature africaine, bien sûr. Mais juste avant, juste avant, Georges, tu me permets, Dominique nous apprenait tout à l'heure qu'il y a un nouveau président au Nigeria. Absolument. Et c'est une bonne chose. Il y a une alternance. C'est une page d'histoire du Nigeria qui a été écrite là. Caroline, tu as compris que l'allure avec laquelle nous menons notre chronique, il y a quand même au centre l'alternance démocratique en Afrique. Ouais. C'est tout ce que nous voulons. Nous n'avons plus besoin des gens qui viennent s'éterniser au pouvoir. Bon, c'est pas encore acquis. On peut pas dire que l'alternance est encore acquise. Pour le Nigeria, là? Ben, pour le Nigeria, ça va. Non, mais ça va. C'est déjà un grand pas, là, avec Muhammadu Buhari, qui est le nouveau président du Nigeria et qui est revenu au pouvoir par le simple jeu démocratique. L'ancien président, je crois, a reconnu la victoire de son challenger, et ce qui est déjà une très très bonne chose. Et je suppose aussi que l'arrivée d'un musulman au pouvoir, et pour se rappeler, il a déjà été président du Nigeria aussi, hein. Il est venu par coup d'État, mais il y a des gens, il n'y a que des idiots qui ne changent pas dans leur vie, hein. Donc, il a déjà été pendant quelque temps président du Nigeria, mais ce qui est plus important, c'est le plein jeu démocratique qu'il y a eu et qu'il a été élu. Et le fait d'être musulman, nous avons passé tout le mois passé sur le Nigeria et Boko Haram, sujet très très chargé. Je suis optimiste qu'il pourra peut-être régler le problème du Boko Haram, parce que dans les enjeux internationaux tels qu'on les connaît aujourd'hui, je suis pas sûr que Buhari va se coltiner, n'est-ce pas, Boko Haram sur la tête. C'est un peu trop lourd. Mais en tout cas, on ne préjuge de rien. On va voir un peu ce qui va se passer, mais en tant qu'Africain, démocrate, je suis très très content de ce qui s'est passé au Nigeria. Bon, ben voilà. C'est bien, des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Un peu de positif. Un peu positif, mais ça va arriver. Ça va arriver pour les autres États africains. Ouais, ça c'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps, on peut pas déroger. OK, puis avec des gens comme toi justement qui travaillent très fort en coulisses pour que ça arrive. Ben il faut que ça arrive, absolument. Ouais. Hein? Nous faisons tout ça pour ça, Caroline, et t'es comptable aussi quand même. C'est elle est comptable. Allons-y avec la littérature, ça c'est un très beau sujet en fait. Voilà. Alors, non, mais j'allais dire la littérature, tu me spécifiais d'origine subsaharienne. Oui, on va, durant le mois d'avril, on va causer littérature africaine. Bon, on va adopter une certaine méthode aussi, la genèse de cette littérature. Et ensuite, on va regarder un peu quand même les enjeux littéraires et la construction des espaces démocratiques en Afrique, parce que la littérature aussi est là pour magnifier la démocratie en Afrique. Et quand on voit ce que les auteurs, des écrivains écrivent, on est toujours autour, n'est-ce pas, de l'évolution des sociétés, et la politique n'est toujours pas loin. Au bout du compte, toujours, de toutes les façons. Hein. Et puis aussi, on va voir, et là, je crois, la troisième chronique, et j'adore cette perspective, ça serait peut-être, on va revisiter un peu la négritude. Ah oui, la négritude, quand même, c'est un morceau très très important dans la littérature africaine et la littérature mondiale d'une manière générale. On se souviendra de Aimé Césaire, on se souviendra de Senghor, et on se souviendra aussi de Gautran Dumas-Gautran, voilà, tout à fait, Dumas-Gautran, exactement. Voilà les trois têtes d'affiche, ce qu'on appelle les chantres de la négritude, et on verra aussi ce que la négritude est devenue aujourd'hui, après ces dévanciers-là. Et il y a une littérature qui est apparue aussi en riposte, en critique de cette négritude classique des pères fondateurs, voyez? Ouais. Donc, mais quand on parle de négritude, là, on s'éloigne un peu
de l'Afrique. Enfin, on n'est pas qu'en Afrique, là. On n'est pas qu'en Afrique. Mais c'est là aussi ce qui est... On va faire une petite introduction aujourd'hui pour montrer un peu l'intérêt de ce que tu viens de dire. Là, tu vas dévancer un peu parce que cette littérature africaine n'est pas géographiquement cadrée en Afrique. Mais non. Et elle est partout dans le monde. Et je vais essayer de dire un petit mot là-dessus. Et puis, on va peut-être terminer avec l'Afrique dans le jeu et l'enjeu littéraire mondial. Et là, on va voir un peu les Africains qui ont gagné des grands prix littéraires, quand même, aussi. Hein. Et puis, n'oublions pas qu'il y a ce qu'on appelle le grand prix littéraire d'Afrique noire, qui est un événement de très grande importance, qui est dirigé par un grand professeur de la Sorbonne, Jacques Chevrier, qui est aujourd'hui un professeur émérite et qui est le président du jury de ce grand prix qui récompense chaque année les grands œuvres africains dans leur splendeur et dans leur beauté. Voilà. Un beau mois d'avril, vraiment. Alors, avec le salon du livre, là, ça va être parfait, ça va être parfait. Quelle bonne idée de parler littérature. Oui, de parler littérature. Et je vais te dire ceci, dans cette genèse-là, de la littérature africaine, vous savez que d'abord, la littérature, dans le sens plein du terme, c'est d'abord la littérature française. Hein. C'est la littérature française. Quand on entend... Parce que là aussi, c'est beau, mais quand même, il y a aussi des petites choses qu'on peut mettre en critique, là. La littérature classique française, tu le sais aussi bien que moi, c'est cette littérature de Baudelaire. Ouais, vous voyez, avec les fleurs du mal, par exemple, c'est cette littérature de Victor Hugo, avec Les Misérables, tout le monde le sait. C'est aussi L'étranger de Camus. C'est Le voyage au bout de la nuit de Céline. C'est Madame de Bovary, que tout le monde a lu. Mais bien sûr, de ce Flaubert. Moi, je sais plus si c'est encore au programme, par exemple. Voilà. Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand et Bel-Ami de Guy de Maupassant. Voilà cette littérature classique française qui faisait la fierté de l'hexagonal, bien évidemment. Mais en venons-en à l'Afrique. Mais cette Afrique qui est découverte, là, ouais. Et cette Afrique, il y a des Français de l'Afrique, les Français de la colonie aussi. Mais la littérature existe là où les individus vivent. C'est un imaginaire qu'on construit autour de nos formes d'existence. Et en Afrique aussi, les Français de la colonie, les Français d'Afrique, étaient aussi des littéraires, des écrivains. Mais malheureusement, mais n'empêche que c'était une littérature extra-hexagonale, en dehors de la France, et qui subissait quand même une sorte de discrimination. C'était pas une vraie littérature connue. Alors, et ensuite aussi, on a créé donc ce prix, en fait, le grand prix littéraire d'Afrique noire, là, a été créé d'abord à cette intention des Blancs de la colonie, et qui écrivaient, et qui recherchaient une sorte de reconnaissance quand même de cette littérature-là. Ouais. Avec l'évolution historique, la période coloniale, des Africains aussi qui s'instruisent et qui écrivent aussi. Et donc, après la période coloniale, les années 50 et les années 60 ont été la période où cette littérature africaine par des Africains aussi, a commencé à se mettre en place. Et cette littérature-là est très, très, très forte, et on connaît pas mal des grands auteurs de cette période-là. Et parmi lesquels on peut l'écrivain qui vient de mourir, qui a peut-être 4 ou 5 ans qu'il est mort, Amadou Kourouma par exemple, et parmi ces grands auteurs africains, Akeloba aussi, et parmi ces grands auteurs, Mongo Betty aussi, et parmi ces grands auteurs. En fait, qui ne s'attache plus, n'est-ce pas, à faire une littérature mirifique, extraordinaire, sur des récits héroïques, mais une littérature qui s'accroche à l'histoire. Ouais. Vous voyez, ils observent la vie coloniale et ils écrivent sur la vie coloniale.
une façon de leur rendre au monde leur vision du monde aussi. Ouais, voilà, c'est une littérature engagée, si je comprends bien. On peut dire une littérature engagée aussi à partir du moment où on met en critique un peu le fait colonial en tant que tel. Ouais. Tu vois? Alors, voilà cette littérature qui s'est cristallisée de la période coloniale, la période post-coloniale, et qu'aujourd'hui d'ailleurs, cette littérature a pris tellement d'ampleur avec beaucoup d'auteurs que je vais citer certains. Mais alors, ce que je veux montrer aussi pour mieux comprendre un peu comment est-ce que cette littérature s'est constituée et comment cette littérature aussi s'est catégorisée, c'est de voir que il y a cette littérature africaine coloniale et post-coloniale. Coloniale parce qu'il y a les blancs de la colonie qui écrivaient, ouais. Et post-coloniale parce que les Africains prennent le relais de l'écriture pour dire aussi, rendre leur vision du monde. Mais aussi une autre littérature très intéressante qui est la littérature de l'immigration. Ah, tu vois un peu ça? Oui, mais là, j'essaie d'imaginer, oui. Explique-moi, là, l'immigration. La littérature de l'immigration, c'est-à-dire... Oui, excuse-moi, oui. De l'immigration, c'est-à-dire ces Africains qui sont allés en immigration. Ça en va, oui, je pensais les gens qui arrivaient en Afrique. Non. Là. Alors, c'est pourquoi je disais que la littérature africaine n'est pas géographiquement limitée en Afrique, non. Ouais. Et la littérature de l'immigration, c'est cette littérature des Africains, de l'ancienne, des anciens mouvements d'immigration, comme des nouveaux mouvements d'immigration. N'oublions pas que les Noirs américains, les Antilles, tout ça, c'est les premières vagues d'immigration en dehors de l'Afrique. Ouais. Et ils écrivent aussi, ils rendent évidemment, n'est-ce pas, les formes de leur existence dans ces nouveaux milieux de génération en génération. Donc on voit cette littérature de l'immigration qui se met en place, comme avec des titres comme Bleu, Blanc, Rouge de l'écrivain Alem Abankou, par exemple, Le ventre de l'Atlantique de Fatou Diom, Maman a un amant de Calix Beyala, Place des fêtes de Sami Tchak, par exemple, qui sont cette littérature des Africains qui vivent en génération, en immigration. Ouais, vous voyez. Ouais. Alors cette littérature aussi prend beaucoup de l'ampleur maintenant. Mais à côté de cette littérature de l'immigration aussi, on peut voir une forme de littérature de l'exil aussi, qui est une sous-forme de cette littérature de l'immigration, mais la condition de l'Africain en immigration est quelque part aussi différente de la condition de l'Africain en exil. Ah oui, c'est l'exilé, clair. lui aussi, il raconte la chose à sa manière, parce que c'est un exilé, la perspective particulière, parce que c'est un exilé, c'est une personne qu'on a sorti de l'Afrique, Un coup de pied au cul et il est sorti de l'Afrique. Ça change la donne un peu. Ça change la donne par rapport à Alem Abankou qui habite en immigration. Vous voyez? Ouais. Donc la perspective. Mais globalement, c'est à peu près la même chose, mais on peut quand même tirer ces petites nuances-là, tu vois. Mm-hmm. Alors, donc voilà, c'est un peu autour de ça qu'on va essayer de causer un peu durant tout ce mois d'avril. Ça va être un beau mois, j'ai très hâte, Georges. Ah, absolument. Ok. Alors, oui. Oui, peut-être. Je vais peut-être aussi dire un petit mot à un monsieur. Je t'en ai déjà parlé. C'est notre auditeur number one. Oui. Qui ne rate jamais nos émissions. Alors c'est Denis Garneau qui m'a contacté dernièrement pour me dire Monsieur Goma, je suis malade et je suis souffrant. Je dis mais qu'est-ce qui vous arrive? Écoutez, j'ai des petits problèmes de santé comme tout le monde, il va à l'hôpital et tout cela, et on va profiter de souhaiter une prompte guérison, n'est-ce pas, ouais. à Denis Garneau qui habite Beauport, qui ne rate jamais une seule de nos chroniques. Et puis une deuxième chose aussi, Caroline, je crois que dans deux mois exactement, je rentre en Afrique. Ah. Oui. Ah bon. Tu m'apprends ça, Georges. Je t'apprends ça, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Congo. Au Congo, le Congo m'appelle. Ah ouais.
pour des engagements politiques? Oh, pas forcément. Apporter ma pierre à l'édifice. Ce qui s'est passé au Nigeria m'a tellement fait plaisir que j'ai envie de rentrer pour pousser Monsieur Sassou Nguesso à faire comme son collègue du Nigeria, à simplement jouer le jeu démocratique. Il est à la fin de son 2e mandat réglementaire et en ce moment il est engagé dans un processus alambiqué de rafraîchissage de la Constitution comme on avait la dernière fois pour se donner un 3e mandat et rester éternellement au pouvoir. Et donc, je rentre pour ça. Ouais. Bon, c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause et c'était un poisson d'avril. Oh mon Dieu! Ah, mais j'étais eu, là. Oui, chose que je t'assise, les jambes m'ont manqué. Je disais, on va se faire des chroniques en direct du Congo s'il faut, mais il faut qu'on se parle, Mais on dit c'est le 1er avril, alors. Là, mon poisson d'avril a bien réussi, là. Hein? Tellement. Mais c'est parfait. Parce que les auditeurs n'ont pas vu mon visage, là. OK, Georges, merci beaucoup. Je vais me remettre de mes émotions. Et puis, on va continuer la semaine prochaine à parler littérature. Mais quand même, pour le Congo, tu t'impliques, mais d'ici. Oui, absolument. D'ici. Plus que jamais. Plus que jamais. Voilà. Merci beaucoup. Allez, bonjour.